seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et cette semaine, nous sommes avec Patricia Limonière, rédactrice en chef au service Monde de TF1. Avec nous, Nicolas Vado, vice-président Cartonic for Peace et dessinateur pour Le Vif, L'Express. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bruno Darou, directeur adjoint à la rédaction de RFI au service Monde. Laurent Gbagbo à La Haye. C'est la première fois que la CPI, la Cour pénale internationale, juge un ancien chef d'État. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, accusé de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011. Des violences qui avaient fait alors 3000 morts. Laurent Gbagbo qui a plaidé non coupable à La Haye, avec Charles Blé Goudet, ancien chef des Jeunes Patriotes, à ses côtés dans le box des accusés. C'était jeudi. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Merci beaucoup. La même question à Monsieur Blé Goudet. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Ziad Limam, c'est un procès très suivi en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut faire ressurgir le spectre de la guerre civile, ce procès? On n'en est pas là du tout. Non, je ne pense pas qu'on en soit là, mais le procès est très suivi parce que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet restent des personnages de la politique intérieure ivoirienne, tout en étant dans leur prison de La Haye. Il y a un parti qui est le FPI, qui est un parti qui s'est déchiré autour de l'idée de est-ce qu'on est légitimiste ou est-ce qu'on passe à autre chose. C'est un personnage, je parle en particulier de l'ex-président Gbagbo, qui a un certain retentissement dans une opinion publique africaine, parce qu'il a beaucoup joué sur le mythe de l'anticolonialisme, etc. Mais c'est aussi un personnage qui est très détesté par une autre partie, parce que la transition a été catastrophique et qu'on aurait pu éviter ce drame. Et c'est plusieurs centaines, milliers, on ne sait pas, c'est pas très clair, etc. Ça, c'est un. Mais deux, il y a toute l'affaire CPI en Afrique. Ça compte aussi dans l'analyse de ce procès. C'est-à-dire que l'Afrique a un positionnement par rapport à la CPI qui est très ambigu. D'un certain côté, il y a une envie de justice, et puis d'un autre côté, les gens disent mais c'est pas possible, il y a que des Africains qui se font traduire dans cette cour. Et alors évidemment, on cite des noms impossibles, George Bush, pourquoi pas George Bush, pourquoi pas. Mais bon, voilà, donc il y a ce problème, et donc. Une des clés de ce procès, outre le cas de Laurent Gbagbo, c'est la crédibilité de la CPI elle-même à pouvoir mener un procès réel qui donne des réponses sur le fond et pas dans 25 ans. Oui, parce ça va durer visiblement assez longtemps parce que d'après ce qu'ils disent que ce procès pourrait durer des années. Hein. Et ça fait quand même 4 ans, on le dit aussi, que Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye. Donc il y a quand même une lenteur de la procédure. On aimerait que ça aille un petit peu plus vite, d'autant plus que les autorités ivoiriennes ont fait savoir clairement et franchement que ça serait le seul personnage, que ce soit du clan Gbagbo ou que ce soit de ce qu'on appelle la mouvance pro-Ouattara, qui serait expédié à La Haye. D'où l'idée justement de cette justice des vainqueurs qui est parfois dénoncée. D'ailleurs... Un mot, Ziad. Oui, pardon. Non, je crois que Ziad a très bien résumé les enjeux de ce procès. Il faut noter d'ailleurs que la femme de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, elle, qui est également réclamée par la CPI, est toujours à Abidjan, parce que les autorités ivoiriennes ne veulent pas... Elle a été condamnée. Elle a été condamnée. En prison. Mais qui, elle aussi, a joué, il faut le rappeler quand même, un rôle d'influence important. En fait, voilà, c'est effectivement, nous aussi, nos correspondants sur place le rapportent tous les jours. C'est un débat extrêmement suivi en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas non plus que ça va relancer la guerre civile. La question, c'est de savoir si Laurent Gbagbo a délibérément monté un plan meurtrier visant certains quartiers, certaines communautés, tuant pour maintenir son pouvoir après les élections de 2010. C'est ça l'enjeu. Mais sa femme, d'ailleurs, justement, comme son épouse n'est pas là pour répondre aussi aux questions, a joué un rôle très important, justement, peut-être dans cette planification. Et elle était déjà jugée. Oui. Et donc, ça va rendre d'autant plus difficile, effectivement, les enquêtes. Et je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes à dire ce soir. Il y a la CPI qui joue sa crédibilité.
Le président soudanais n'a pas été livré par l'Afrique du Sud. La CPI avait un peu bâclé le départ de ces enquêtes sur Gbagbo. Elle a dû revoir sa copie, la présidente. Et puis en 2013, on n'était pas encore sûr d'aller vers le procès parce que le dossier n'était pas complet. Donc, elle le dit elle-même, elle continue ses enquêtes parce qu'elle a ses preuves à faire, comme quoi l'enquête sera crédible. Et pour qu'être crédible, il faut aussi qu'il n'y ait pas que les vaincus qui soient jugés, mais il faut aussi que les vainqueurs, parce que les vainqueurs ont aussi commis des atrocités. Ça, c'est le premier point. Et je dirais, pour en finir, le second point qui est important aussi à dire ce soir, c'est que Laurent Gbagbo va vouloir, par ce procès aussi, se racheter en quelque sorte. Se racheter auprès de son peuple et laisser une image qui n'est pas l'image d'un tueur génocidaire. C'est un homme qui est obsédé par De Gaulle. Quand on le rencontrait, il vous parlait de la grandeur de la France, etc. Donc je crois que dans ce procès, il va s'en servir comme une tribune aussi pour se réhabiliter et se justifier. Et d'ailleurs, il est très impliqué dans sa défense. Il participe à sa défense activement. Techniquement, c'est intéressant d'ailleurs, parce que le gouvernement ivoirien a des avocats de renom, très connus à Paris, qui sont certains d'ailleurs sont assez proches du président de l'Élysée, qui répondent question par question, lettre par lettre, etc. Donc ça, sur le fond, je pense que c'est important. C'est comme un procès dont on a peu parlé, qui est le procès Habré à Dakar. L'Afrique a besoin de ça. Après, il y a une question qui est complexe, c'est jusqu'où on peut aller dans le processus de justice sans redéstabiliser par ailleurs des pays qui essayent de se reconstruire. C'est tout un équilibre entre la demande de justice et l'équilibre. Regardez par exemple l'échec complet du procès kényan avec le président Kenyatta. Alors on a fait 2 ans d'audition, tout ça pour dire merci, on est désolé. Il y a les Congolais dont on est encore jusqu'à je ne sais pas combien. Il faut quand même trouver des mécanismes qui soient un peu plus rapides pour pas que ça reste des plaies ouvertes pour les pays qui par ailleurs ont des soucis de construction démocratique, de construction historique à faire et qu'il faut avancer. D'autant plus que même concernant un pays comme la Côte d'Ivoire, si le procès dure très longtemps, ça pourrait avoir finalement un impact sur la vie politique nationale en Côte d'Ivoire. Je pense, si le procès dure trop longtemps. Parce que ça pourrait réveiller des oppositions. Donc, effectivement, si ça pouvait aller plus vite, ce serait... Et puis, il y a toujours, j'imagine aussi, Laurent Gbagbo, parce que ça va lui servir de tribune aussi à La Haye. Il veut racheter sa place, mais... On voit aujourd'hui que le FPI aussi est très divisé. Ce parti quand même d'opposition, tenu par Pascal Affi-N'Guessan, qui n'a eu que 10% des suffrages lors de la dernière présidentielle. Pourquoi ? Parce que les partisans de Laurent Gbagbo ont boycotté ce scrutin. Donc, il pèse encore sur la vie politique ivoirienne. Le parti s'est divisé parce qu'il ne pouvait pas répondre à la question. Est-ce qu'on quitte le père tutélaire définitivement ou pas? Moi, mon instinct, sauf si je me trompe, c'est que le parti avait très envie de quitter le père tutélaire et de rentrer dans la compétition. Ils n'ont peut-être pas pu le faire entièrement là, mais ça va venir. Je veux dire, il ne faut pas oublier aussi que c'est des pays qui ont une formidable démographie, qu'il y a des gens jeunes qui arrivent tous les ans, qu'on parle de 200, 300, 400 000 nouveaux votants, 500 000 nouveaux votants. Donc le mouvement est perpétuel en Afrique, c'est pas figé. Donc la figure de Gbagbo dans 4, 5, 6 ans, elle aura déjà 10 ans. Des gens qui avaient 10 ans auront 20 ans. Ouais. Et avec une énergie pareille, ça se dilue. Par contre, encore une fois, on a besoin de justice. Et on a besoin qu'en Afrique, les crimes ne restent pas impunis ou entièrement impunis. Et c'est là que la CPI pourrait jouer un rôle. Mais si elle veut jouer ce rôle, il faut qu'elle montre aussi qu'elle n'est pas qu'un instrument, pas un instrument, mais qu'elle n'est pas qu'une institution qui va en Afrique parce que c'est plus facile d'aller en Afrique que d'aller je ne sais pas où ailleurs. Nicolas. Il y a les dessinateurs de cartooning qui s'intéressent à ça aussi. J'ai un dessin d'une nouvelle recrue de cartooning, Marc Irena, qui vient de Cuba. Et c'est un dessin que j'aime beaucoup parce que, comme souvent dans les bons dessins, c'est un dessin qui est muet. Et les dessins qui sont muets, souvent, disent beaucoup de choses. Et c'est un dessin où ce qui est intéressant de regarder, c'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. Et regardez, ce qui est important dans ce dessin, c'est l'absence. C'est l'absence à côté de Gbagbo. Il y a une place libre à côté de Gbagbo. On voit déjà le siège avec tous ses crânes. Qui est à côté de Gbagbo, la personne manquante? Est-ce que ce sont toutes ses victimes? Est-ce que c'est sa femme? Donc c'est un dessin qui ouvre plusieurs pistes de réflexion. Est-ce que ce sont des partisans de l'autre camp? Est-ce que c'est l'autre camp? Et autre chose aussi, un dessinateur de presse est soumis à la même déontologie qu'un journaliste, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire des choses qui sont fausses. Gbagbo n'a jamais dit qu'il était génocidaire. C'est un dessin qui ne dit pas que Gbagbo est génocidaire, mais l'absence à côté ouvre la réflexion. Ça qui est très intéressant. Alors ensuite, j'ai 3 dessins de Damien Anglais, qui est notre dessinateur dans la région. Ce dessin-là que j'aime beaucoup parce qu'il est très drôle. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les lauriers, moi, ça me fait penser à Jules César dans Astérix. Et c'est un peu ça que Gbagbo, c'est une sorte de type qui se prenait pour César et qui ne voulait pas entendre la justice puisque ses oreilles sont bouchées et qui se retrouve maintenant prisonnier à La Haye. Ça, je trouvais ça très bien. Ce dessin-là qui est beaucoup plus dur aussi de Damien Anglais, Déclinez votre identité. Et qui va décliner son identité? Fatou Bensouda, qui est un personnage, donc le procureur de la CPI,
qui est un personnage qui fait beaucoup de bruit en Afrique aussi, parce qu'elle est africaine et donc les passions autour d'elle sont très importantes. Est-ce qu'elle est du camp du blanc, elle est contre nous, est-ce qu'elle sert la justice? Et c'est un personnage, c'est une femme aussi. Est-ce qu'une femme a une telle influence, un tel pouvoir? C'est très intéressant. La force de Dame Inglé, moi je ne savais pas qui était cette dame, mais le dessin me parlait quand même en n'ayant pas toutes les informations. Et un dernier dessin que je trouve très drôle, vol au-dessus d'un nid Kundu. Je suis toujours le président, je suis toujours le président, je suis toujours le président. Vous parliez de la figure gaulienne. Eh bien, elle est là, la figure gaulienne, c'est-à-dire que au fond de lui-même, il pense qu'il est toujours le président légitime, un peu comme Milosevic en son temps, je pense. Mais bon, il y a un destin tragique de Laurent Gbagbo quand même, parce il incarnait une opposition contre un système patriarcal, parti unique, et il avait gagné quelque chose, il l'a perdu. C'est un poids lourd du gouvernement de François Hollande qui a démissionné cette semaine. Christiane Taubira qui quitte le ministère de la Justice à vélo pour cause de désaccords politiques majeurs. Et ce désaccord, eh bien, c'est la déchéance de la nationalité. Elle était résolument contre Christiane Taubira. On l'écoute, c'était mercredi. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Le péril terroriste qui nous menace est grave, mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Voilà pourquoi, fidèle à Aimé Césaire, nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'aube. Je vous remercie. Allez, d'abord sur la forme, Bruno Darroux, elle quitte comme ce gouvernement avec panache, non? Avec panache, mais enfin, elle a toujours eu beaucoup de panache, beaucoup de conviction, elle sait faire. Certains disent d'ailleurs qu'elle pourrait peut-être devenir porte-voix de cette autre gauche qui n'arrive décidément pas à trouver un leader, on verra bien. Les frondeurs. Hein. Est-ce que c'est la dernière caution de gauche de François Hollande qui quitte aujourd'hui le gouvernement, après Benoît Hamon, après Arnaud Montebourg, après Aurélie Filippetti, après Cécile Duflot? Ben voilà, vous avez tout dit, oui, en tout cas. Mais je vous pose la question. C'est une des dernières grandes figures. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des gens de gauche dans ce gouvernement? Oui, officiellement, il y a des gens de gauche, c'est un gouvernement de gauche, mais disons qu'elle, en plus, servait le président, en quelque sorte, pour être une caution de gauche. Elle était un peu estampillée de cette manière-là. Et de fait, en la perdant, François Hollande et Manuel Valls ont un gouvernement très centré autour du Premier ministre, très cohérent, mais resserré, et donc étriqué. C'est peut-être pas très bon pour 2017. De toute façon, Patricia Lemonnière. Oui, de toute façon, elle perdait de plus en plus ses arbitrages. Donc elle s'était déjà beaucoup reniée sur plusieurs dossiers qu'elle avait voulu défendre. Donc là, c'était le dossier sur lequel elle ne pouvait pas se renier. C'était le dossier de trop. Et elle est partie finalement, mais elle aurait dû partir même depuis longtemps. Oui, parce qu'elle a hésité quand même. Elle a hésité, puisqu'en fait, si on repense à toute la séquence, ça a commencé quand elle a dit, croyant que la vie d'Élysée était arrêtée, quand elle a annoncé que la mesure était abandonnée en Algérie en plus. Ensuite, on sait ce qui s'est passé. Elle est restée visiblement, elle a beaucoup hésité, et peut-être qu'elle aurait dû le faire plus tôt. C'est vrai que sur d'autres dossiers, elle aurait dû. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde raconte que le maître de la triangulation, le François Hollande magicien qui va créer des majorités, etc. On se demande quand même jusqu'où va le calcul, parce que on ne voit pas d'un seul coup le peuple de droite venir sauver le François Hollande de gauche. Bon, peut-être pour le Congrès ça passera, mais un an après, pour aller récupérer son peuple de gauche qui aura été franchement martyrisé sur les 2 dernières années, avec un Premier ministre. Moi, je suis quand même tout à fait épaté que le président soit devenu muet. On est gouverné par un Premier ministre qui est, il a sa ligne, lui. D'ailleurs, c'est une victoire pour lui, le départ de Taubira. C'est du nettoyage, c'est clair. Parce que vous pensez que François Hollande aurait dû s'exprimer après la démission de Christiane Taubira? Non, mais moi, j'ai un président de la République qui dit plus rien sur la laïcité, alors que la gauche est déchirée sur la question de la laïcité, à un point qui est essentiel quand même. Quelle définition de la laïcité? Il dit plus rien. Il dit, oui, mais... Dans la Ve République, c'est le Premier ministre qui prend l'écho et qui s'exprime. Non, là, on n'est pas sur des questions de gestion politique. On est sur des questions de fond, sur la nature de la gauche, sur la nature de ce qu'elle peut apporter à ce pays. Mitterrand faisait ça très bien. Mitterrand, il balançait un truc et les gens écoutaient. Ne s'exprimait pas non plus sur le débat des ministres. Non, mais je ne parle pas des ministres. Je parle, par exemple, du débat sur la laïcité. Oui. On n'entend rien. La binationalité, il nous a fait 2 discours pour nous dire qu'il fallait déchoir les binationaux, mais peut-être qu'il peut intervenir. C'est lui le chef de l'État. Sur la laïcité parce qu'il était furieux que Manuel Valls. Oui, mais c'est quand même le Premier ministre qui a relancé le débat. Je trouve que c'est pas très rassurant pour lui ni pour son équipe. Ensuite, moi, à titre personnel, je trouve que cette mesure est complètement surréaliste et que ils n'ont pas mesuré à quel point ça pouvait choquer les gens comme moi.
Et que l'impact que ça a... Oui, parce que tu as plusieurs nationalités, moi aussi, mais il faut en avoir plusieurs pour comprendre ça. C'est ça le problème. Je comprends. Il faut être binational et terroriste. Non, mais je ne comprends pas qu'ils n'aient pas compris la portée symbolique. Ça fait beaucoup quand même de... Il ne faut pas être que binational, quoi. Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que le débat sur la binationalité, ça va être le suivant. C'est symbolique. Les gens qui ont inventé ce truc, qui lui ont mis dans l'oreille, n'ont pas vu la portée symbolique de l'unicité. On est français unique, on n'est pas français. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le sparadrap qui lui colle depuis quelques semaines. C'est une mesure qui est populaire aussi, il ne faut pas oublier. Les Français, je crois qu'il y a 7 ou 8. La peine de mort aussi. En revanche, je ne sais pas si toute la droite... SMIC à 5 000 €, c'est populaire. C'est encore un gouvernement de gauche ? Oui, mais je ne sais pas s'il aura la caution. Le Congrès, ce n'est pas garanti. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Il suffisait d'écouter le maire ce matin, Bruno Le Maire, pour voir qu'il disait très précisément qu'il verrait en fonction du texte et qu'il ne ferait pas ça qu'il ne voterait pas la mesure pour sauver le président Hollande. On serait pas loin d'une crise de régime, ceci dit. Enfin, je veux pas qu'on panique trop à l'avance, mais si ce texte était refusé en Congrès, je vois pas quelle crédibilité un président de la République et un Premier ministre derrière un refus au Congrès. Il n'aurait peut-être pas, mais en tout cas pour sa crédibilité à lui, c'est chaud, c'est une plaque énorme. Ça rappelle Par Chirac exemple, et le droit de vote des étrangers. Il n'a jamais osé convoquer le Congrès parce qu'il savait que c'était perdu d'avance. Là, il pensait que c'était gagné. Alors quand même un mot quand même sur Christiane Taubira quand même sur son passage, on l'aime pas, on aime le personnage, etc. Il y a quand même oui sur le personnage oui, mais il y a aussi l'héritage, ce qu'elle laisse quand même, et c'est quand même le vote quand même du mariage pour tous. Enfin, c'est quand même ça restera la mesure. Ça restera rien d'autre. Oui, mais finalement, dans l'histoire, tu as la loi Taubira, tu as la loi Veil, tu as des choses comme ça qui ponctuent. Elle laisserait un nom dans l'histoire, mais son bilan au ministère, je suis désolée, rien à part ça. Nicolas Vado. Alors évidemment, ça a beaucoup inspiré les dessinateurs de presse. J'ai ce dessin de... Patricia lui a collé une... Ça y est. Allez, ministre suivant, s'il vous plaît. J'ai ce dessin de Rousseau, qui est dessinateur français, qui nous montre l'attelage Taubira-Hollande. Et ce qui est très amusant, c'est d'imaginer ce qui va se passer dans quelques mètres une fois qu'elle sera descendue du vélo. Parce qu'évidemment, elle penchait à gauche, lui penchait à droite. Mais quand elle va descendre du vélo, est-ce que le vélo va filer dans les prés ou est-ce qu'il va continuer ? Ça, on ne sait pas. Donc c'est ça que je trouve assez rigolo, parce qu'il est bucolique en plus, il est assez amusant. Ce dessin de Plantu, vous voyez, qui nous imagine... Hollande en Rantanplan, elle a toujours été dingue de moi, c'était pour le festival d'Angoulême. Ce dessin ensuite de Herman, je fais une transition avec Angoulême parce que Herman est le Grand Prix Angoulême, mais c'est pas le même Herman. France, la garde des Sceaux claque la porte avec un jeu de mots dessus, et puis un dessin de Kroll. Parce qu'en Belgique, nous, ce qui nous reste de Taubira aussi, c'est la ministre du mariage homosexuel. Donc je veux garder ma nationalité demi-facho. Nous, on s'en souviendra. Et moi, à titre personnel, j'ai un souvenir de Christiane Taubira, c'était lors des funérailles de T-News. Elle avait parlé sans notes pendant 20 minutes. Elle a égrené le nom de toutes les victimes. Elle n'avait pas une note. Et je peux vous dire que la salle, il y avait énormément de gens dans cette salle. Cette salle était totalement à l'écoute. Et ça, c'était très, très impressionnant, je trouve, de voir cette petite femme qui est toute petite, qui remplissait la salle comme ça, sans aucune note. Ça, c'était impressionnant. Elle est très charismatique. Allez, non, un tour de table, vos coups de cœur, votre coup de gueule, un tour de table très rapidement. Bruno Daron, on commence par vous. Ça, je savais pas quand ça existe encore. Mais oui, et à chaque fois, vous faites truc, à chaque fois, vous ne préparez pas. Bah ouais. Bon, sinon, vous passez votre tour. Vous passez votre tour. Allez, vous allez réfléchir. Je veux bien faire le coup de gueule, parce que c'est lié à Christiane Taubira. Très rapidement, je trouve quand même absolument scandaleux que dans ce pays, des gens se permettent des telles remarques racistes, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Twitter, que ça soit pratiquement dans la parole publique sur cette dame. On peut être d'accord avec ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, mais les bananes, les machins, les retours en Guyane et tout, c'est consternant. Sans coup de gueule. Oui. Même chose aussi. Ouais, ça l'arrange, Bruno Daron, ça l'arrange. Nicolas. Très bien, mais il a raison. J'avais pas préparé non plus. Écoutez, je suis en train d'essayer de lire le prix Nobel, le prix Goncourt de Mathias Sénard. J'en ai déjà fait 3 chapitres. C'est dur, mais c'est bien. Mais c'est dur. Oui, alors moi, je suis en train de lire de Laurent Binet, la 7e fonction du langage. Ça, c'est un coup de cœur parce que c'est une espèce de thriller dans Paris des années 80 autour de la mort a priori accidentelle de Roland Barthes. Et c'est un peu fouillis, mais c'est très bien. Bon, allez, moi, je dis Colombe Schneck, Sœur de Miséricorde, c'est pas mal. Et votre coup de cœur à vous? Voilà, je vous dis Colombe Schneck, Sœur de Miséricorde, magnifique. Voilà, écoutez, vous avez essayé de me piéger, vous essayez de pas arriver. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Presque arrivé, Vanessa. Ouais, presque. Moi, j'arrive plus souvent à vous piéger que vous me piégez. C'est l'heure d'un œil sur le média, tout de suite avec Anthony Saint-Léger.
attends. Bonsoir. Non, bonsoir. Non, moi, je croyais que c'était... Ah, d'accord. Là, on est à l'antenne, hein, vous savez, on n'est pas en train de prendre un thé. Bonsoir, Anthony. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir à tous. Bonsoir, François Hollande. Sur votre plateau. Très belle ambiance ce soir. François Hollande qui se donne le temps de la réflexion pour accorder la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage. Oui, alors Jacqueline Sauvage, c'est cette femme de 68 ans qui a tué son mari qui l'a battue pendant près de 47 ans et qui a également abusé sexuellement de ses enfants. Alors les filles de cette femme étaient reçues à l'Élysée ce vendredi et c'est vrai que de nombreux internautes lui ont apporté ce soutien. Certains en ont profité pour d'abord tacler l'Élysée. C'est le cas d'Antoine Adon. Est-ce donc plus difficile de gracier une femme battue 47 ans que de renouer avec l'Iran? Tacle à peine déguisé. Maman Laurent qui nous dit, eh bien, c'est elle la victime après tout ce qu'elle a enduré, libérez-la. Ou encore Efernel qui nous dit, peut-il se permettre de refuser la grâce présidentielle? Et pourtant, cette idée de grâce présidentielle ne fait pas l'unanimité parmi les internautes. Tony nous dit, donc si je comprends bien, tuer va bientôt devenir légal. Certains sont plus que... contre cette idée, ou encore cet autre internaute qui nous dit c'est cautionner le droit d'ôter la vie à un individu. Alors il faut dire que le cas de Jacqueline Sauvage a souvent été érigé en symbole de la lutte contre les violences conjugales. D'ailleurs, dès le lendemain du verdict, l'association Oser le féministe avait décrit un déni de justice. Et justement, la mobilisation a très vite pris de l'ampleur. Alors on a eu par exemple le monde des artistes, on pense à Guy Bedos, à Sophie Marceau ou encore à Véronique Sanson, qui se sont mobilisés. Et puis, bien sûr, du côté des politiques, Anne Hidalgo, la maire de Paris socialiste, qui appelle notamment à signer cette pétition qui a déjà recueilli plus de 400 000 signatures. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier politique, chez les Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui lui a rendu visite à Jacqueline Sauvage dans sa cellule. C'était ce mardi, avec une autre personne des Républicains, à savoir Valérie Boyer, qui est vice-présidente à l'Assemblée nationale des Républicains et qui reprend cette comparaison avec le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, qui avait, lui, été condamné, c'était en 2004, si je ne me trompe pas, par la justice lituanienne, il faut le rappeler, à 8 ans de prison pour avoir tué Marie Trintignant des suites de coups qu'il lui avait portés. Alors cette affaire... Jacqueline Sauvage, c'est aussi l'occasion de revenir sur les précédents, puisque François Hollande, qui a dit qu'il n'était pas vraiment favorable, en tout cas avant ce vendredi, qu'il n'était pas vraiment favorable à cette grâce présidentielle, l'a appliqué qu'une fois, de manière partielle. C'était pour libérer le plus ancien détenu de France, c'était en 2014. Autre personne qui l'a utilisé là aussi de manière partielle, c'était Nicolas Sarkozy. Et puis Jacques Chirac aussi, qui l'a utilisé plusieurs fois, notamment pour le cas très médiatisé de Omar Haddad, c'était en 1996. Et puis enfin, c'est aussi la question de savoir est-ce que cette grâce présidentielle n'est pas dépassée. Ça fait débat chez les constitutionnalistes. Et par exemple, le constitutionnaliste Pascal Jean nous dit que c'est peut-être justement d'un autre temps et que ça permet que le cas de Jacqueline Sauvage risque de faire un précédent et que des personnes qui pourraient être dans un cas similaire ne bénéficieraient pas d'un écho aussi large, qu'il soit médiatique, politique ou populaire. Barbie, elle change de look. Oui, alors Barbie, c'est fini le 90-60-90. On oublie, en tout cas... Presque, puisque figurez-vous que le PDG de Mattel, donc la marque qui fabrique Barbie, s'est exprimé dans le Time et il a expliqué que Barbie changerait de look. Il y aurait 3 nouvelles physionomies, rondes, petites, grandes, 7 couleurs de peau différentes. Pourquoi ? Tout simplement pour rebooster, redynamiser un petit peu le produit, puisque les ventes de Barbie sont en baisse. Je sais que ça vous est triste, mais c'est vrai que c'est... non. Pourquoi c'est quand même une égérie, Barbie. Non, mais elle a fait la couverture de Time. Elle a fait la couverture de Time. Non, mais alors, plus sérieusement, c'est vrai qu'on voit là ce titre « Peut-on arrêter de parler de mon corps ?» puisque c'est vrai qu'elle a su évoluer. Créée en 1959, elle a été médecin, pilote d'avion, vétérinaire, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'au niveau du corps, elle n'a pas vraiment changé. Alors, ça a fait réagir les internautes. Cet internaute, par exemple, alors je vais le retrouver, voilà, qui nous dit « Barbie normale, merci Beyoncé, Kim Kardashian et Lena Dunham.
Barbie normale aussi, voilà. Alors, après le président normal, voici la Barbie normale, nous dit cet internaute. Ou encore cet autre internaute qui nous dit « Enfin, stop au complexe des silhouettes réalistes ». Et ce n'est pas pourtant du goût de tout le monde, puisque certains y voient justement une manière de transférer les complexes d'adultes sur les jeunes et qui estiment qu'au final, une petite fille qui joue à la Barbie, eh bien, elle n'est pas vraiment consciente de ses complexes. Merci beaucoup. Est-ce que Ken évolue ? Et justement, alors vrai, je peux vous montrer peut-être, voilà. Et ça, est-ce que vous vous sentez concerné particulièrement, Anthony? Alors moi, je ne me sens pas vraiment concerné, mais en tout cas, regardez ce que ça pourrait donner. C'est quelle façon Donald Trump Voilà, on ne sait jamais. Donald Trump jeune. Patricia, pas mal ou Enfin, pas mal en évolution. Ah oui. Ah oui, vous me rassurez. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, très bon week-end. Tout de suite, le journal sur France 24.